L'environnement est devenu, à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, une préoccupation majeure pour les sociétés humaines. Il a fait l'objet, par exemple, d'une multitude d'accords. Je pense à l'accord international de Paris sur le climat en 2015, qui a été le premier accord vraiment universel dans le cadre de l'ONU, signé par 193 pays différents pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, cette préoccupation devenue majeure, on va d'abord voir comment elle se définit. Qu'est-ce que c'est que l'environnement? Qu'est-ce que c'est que les risques liés à l'environnement? D'abord, étymologiquement, et dans un sens premier, l'environnement, ça vient du latin viron, qui est, enfin du vieux français issu du latin, viron, qui signifie ce qui entoure les sociétés humaines. Ce qui est paradoxal dans la notion d'environnement, donc l'espace qui entoure les hommes, c'est qu'il est synonyme de milieu. Or, le milieu, c'est ce qu'il y a au centre des hommes. Donc, au centre ou ce qui entoure, c'est le monde biophysique qui entoure les hommes, les plantes, les animaux, toutes les caractéristiques de la nature. Alors, on ne parle pas d'environnement naturel ou de milieu naturel, c'est passé de mode dans la mesure où la plupart du temps l'environnement a été anthropisé, c'est-à-dire transformé par les sociétés humaines. Donc l'environnement se définit davantage comme un ensemble d'interactions entre l'homme et la nature. C'est comme ça qu'on le définit. L'environnement, il s'appréhende aujourd'hui par les géographes comme un ensemble de contraintes, mais aussi un ensemble d'opportunités données aux sociétés humaines qui aménagent leur environnement, le transforment, le mettent en valeur. Alors, par cette action d'aménagement, de mise en valeur, de transformation de l'environnement, les sociétés humaines génèrent des risques. Et le réchauffement climatique est un des risques importants. Il s'agit d'un risque global, comme les étudie le sociologue allemand Ulrich Beck, qui est le premier dans les années 80 à avoir travaillé sur la notion de risque environnemental global, en particulier donc le réchauffement climatique, qui est une menace qui pèse à la fois sur les sociétés humaines et sur leur environnement. Alors, qu'est-ce qu'un risque? En géographie, le risque, ça se définit comme la rencontre d'un aléa et d'une vulnérabilité. L'aléa, c'est la possibilité que se réalise une catastrophe pesant sur l'environnement humain. Et la vulnérabilité, c'est la plus ou moins grande capacité des sociétés humaines à faire face à cette catastrophe et à en limiter les conséquences. Voilà. Donc le risque environnemental global, est devenu une des caractéristiques essentielles de la modernité. Et la prise de conscience, deuxième point, de ces risques a été assez tardive. Il faut bien se rappeler que depuis la révolution industrielle du XIXe siècle, les sociétés humaines ont évolué dans une totale inconscience environnementale. Ils ne prenaient pas la mesure des impacts de leurs activités sur leur environnement. Il a fallu attendre seulement les années 1960-1970 pour que cette prise de conscience se fasse sous l'effet de grands risques humains qui pesaient sur l'environnement, des catastrophes industrielles, nucléaires, des marées noires, le phénomène des pluies acides sur les forêts, donc tout un ensemble de catastrophes qui commençaient à se multiplier dans les années 60-70. Et en même temps, donc, la montée d'un courant écologiste qui, de science, l'écologie, devient un mouvement politique et militant. Ça se fait au tournant des révoltes de 68 et des années 1970. À partir de ce moment-là, vous avez des grands rapports internationaux comme le rapport Meadows en 1972, qui met en avant les excès du productivisme, de la croissance à tout prix, qui met en avant les conséquences très graves de l'activité des hommes en termes de pollution, en termes d'épuisement des ressources naturelles, en termes de catastrophes. Ça donne lieu à la première grande conférence sur l'environnement à Stockholm en 1972. Voilà. Alors, il va falloir attendre ensuite les années 80 pour avoir la fixation
d'un nouveau mode de développement qu'on appelle le développement durable, hein, alors qui, par l'intermédiaire du rapport Brundtland de 1987, a une vision quand même beaucoup plus positive des sociétés humaines dans leur environnement. Le rapport Meadows disait « halte à la croissance ». Le rapport Brundtland dit « on peut avoir une croissance maîtrisée, raisonnée, tout en protégeant l'environnement et en essayant de réduire les injustices sociales ». C'est ça le développement durable. Sustainable Development, c'est la réconciliation des logiques économiques, sociales, écologiques. Et ça devient le nouveau paradigme de la relation de l'homme à l'environnement à partir du sommet de la Terre de Rio en 1992 et jusqu'à nos jours à travers les grands sommets internationaux, les protocoles comme le protocole de Kyoto, les grandes conventions sur l'environnement. Il s'agit de conduire une croissance raisonnable et raisonnée, tout en protégeant les ressources et en limitant notre exploitation de la planète. Alors pour terminer, parallèlement à ces évolutions, cette prise de conscience écologique et l'émergence de la notion de développement durable, l'environnement est devenu un objet de recherche historique. Et c'est intéressant par rapport à toutes les analyses qu'on a produites précédemment sur l'historiographie, les débats historiques. Il faut voir que l'histoire de l'environnement a émergé dans les années 70, donc en même temps que la prise de conscience écologique. Avec aux États-Unis les travaux de jeunes historiens issus de la New Left History, la gauche américaine, les jeunes historiens de gauche, comme Nash et Worcester. C'est à Nash qu'on doit l'invention du terme histoire environnementale. Et lui s'intéressait, comme Worcester, à l'histoire des parcs naturels américains, à l'idéologie du conservationnisme, de protéger la nature sauvage. Donc c'était assez ciblé. Il faut attendre les années 70-80 pour avoir des objets d'études d'environnement plus globaux. Par exemple, l'américain Pine, qui a fait la première histoire globale du feu dans ses différentes dimensions. Et à partir de là, l'histoire de l'environnement a quitté les États-Unis et le monde anglo-saxon pour s'internationaliser, notamment en Europe avec la France, ou en Asie avec l'Inde. On s'est mis à faire des micro-histoires de l'environnement. Par exemple, en France, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a commencé à travailler sur l'histoire du climat. Mais voilà, on a sectionné l'histoire de l'environnement, l'histoire des animaux, l'histoire du climat, l'histoire des différents types de ressources, et puis l'histoire des maladies, de la santé, donc tout ce qui est lié à l'environnement humain. Voilà, donc ça a souvent donné des ouvrages d'histoire locale, assez spécialisés dans une section de l'environnement, jusqu'à ce que dans les années 2000, on ait aussi une approche plus globale. Je pense en particulier depuis une dizaine d'années aux historiens américains ou français qui travaillent sur la notion d'anthropocène, une nouvelle époque de l'ère quaternaire dans laquelle, donc, depuis la révolution industrielle, les hommes sont les principaux facteurs de transformation de leur environnement. Donc l'histoire de l'anthropocène, c'est une histoire globale qui s'intéresse en particulier au réchauffement climatique comme risque environnemental principal. Voilà. Donc la prise de conscience, elle est réelle, elle est tardive mais elle est réelle, elle est mondiale et on va voir en quoi elle se traduit donc, dans les séances suivantes sur les changements de politique menés dans les différents pays. On va commencer avec l'histoire de la forêt française et de sa protection depuis l'époque moderne.